La vie se rétrécit ou s'élargit en fonction du courage que l'on a. Chers amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici. J'espère que je vous retrouve en très bonne santé. En tout cas, c'est mon souhait par ici pour vous ce midi. Nouvelle semaine, de nouveaux challenges et donc de nouvelles thématiques pour vous par ici sur le rendez-vous de midi. Nous parlons les lundis, vous le savez, de la technologie, de l'agriculture, puis nous échangeons les idées autour de notre débat. La thématique au cœur de nos échanges de ce jour se focalise sur l'infidélité au sein du couple. Top, c'est parti, on installe ma première rubrique, coaching numérique. L'intelligence artificielle, eh bien, c'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, il parle d'intelligence artificielle, parle aussi de l'intelligence humaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quelques exploits de l'intelligence artificielle, notamment, par exemple, cet exploit-là de ressusciter les morts. Oui, vous avez bien entendu. On en parle avec Ansbert Abalo, notre digitaliste. Ansbert, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. J'espère que vous allez très bien. Je vais bien. Oui. Alors, l'intelligence artificielle, au-delà de la définition que je donnais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est concrètement? Merci beaucoup Madame Rebecca. Alors, quand on dit intelligence artificielle, il faut comprendre juste que c'est l'ensemble des moyens, méthodes, d'accord, permettant à la machine, c'est-à-dire à l'ordinateur, de comprendre le langage naturel. Et quand on dit le langage naturel, c'est le langage humain. D'accord. Donc voilà un peu de façon très très résumée ce qu'on peut dire en termes. D'accord. Et parlons des exploits de l'IA parce que l'IA en tout cas a beaucoup d'exploits aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. On s'intéresse à ce que je disais tantôt, l'IA qui permet de ressusciter des morts. C'est vrai ou c'est juste une exagération de la chose? Alors, ce n'est pas une exagération, c'est totalement vrai, mais de façon virtuelle. D'accord. Il faut préciser. C'est-à-dire? Bon, déjà, il faut comprendre que l'intelligence artificielle et les systèmes embarqués englobent tous les domaines aujourd'hui, que ce soit le domaine des finances, le domaine de la santé, le domaine de la gestion des entreprises, le domaine du marketing. Mais aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus sur le domaine de la santé. De la santé, d'accord. Alors, il faut comprendre que l'intelligence artificielle qui ressuscite des morts, c'est quoi? C'est un ensemble de procédures, d'accord, permettant de stocker dans un premier temps les informations personnelles liées à quelqu'un de son vivant. De son vivant, d'accord. Les émissions précédentes, on avait parlé de la constitution des données et le traitement des données. Oui. Donc, c'est une suite logique. Okay. Donc, après avoir constitué des données, par exemple, on met en place maintenant une application et on génère maintenant l'avatar de la personne qui est décédée. Donc, après avoir généré l'avatar de la personne, comme l'IA est tout moyen, méthode permettant de comprendre le langage naturel, de par les données liées à une personne X ou bien Y, l'IA comprend la façon dont la personne parle, la façon dont la personne réagit, la façon dont la personne peut donner une logique ou bien peut conseiller, par exemple, la voix de la personne et l'image entière de la personne. L'IA est capable de ça. Du coup, il suffit juste d'avoir un smartphone, de mettre l'application dessus et d'installer l'avatar de la personne de telle sorte que une personne, bien un parent décédé, d'accord, l'avatar est sur le smartphone et l'avatar vous parle, vous lui posez des questions et l'avatar vous répond comme si c'était par exemple votre maman avec qui était décédée. Avec la voix exactement de la personne décédée. Avec une précision chirurgicale, c'est-à-dire que vous voyez la personne comme ça, vous interagissez, vous communiquez, vous discutez, vous lui posez des questions et puis elle vous répond.
Wow. Donc, parce que l'IA comprend déjà la façon dont la personne réagit, la façon dont la personne réfléchissait de son vivant. De telle sorte que lorsque vous lui posez une thématique, par exemple, vous parlez à votre téléphone, bien à l'application qui est sur votre smartphone, l'avatar de la personne répond avec une précision qui ne dit pas son nom, avec un raisonnement identique à la personne décédée. Donc, voilà un peu... Oui, allez-y. Oui, je vous suis. Donc, en réalité, ces genres de données qu'on récupère, par exemple, de son vivant, si la personne a un journal intime, par exemple, d'accord, on récupère ces informations-là. Les conversations WhatsApp de la personne, on récupère tout ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est une grosse base de données, d'accord, qui emmagasine des informations et l'IA à tout moment peut interroger pour suivre la logique. Du fait de votre raisonnement, du fait de votre façon de penser, votre façon d'agir pendant que vous étiez vivant, c'est dupliqué et l'IA va même loin parce qu'aujourd'hui il y a des IA qui ont des émotions parce qu'ils comprennent le langage naturel. Or le langage naturel c'est des émotions, la colère, les croyances, la spiritualité, donc tout de la personne est dupliqué mais de façon virtuelle. Alors, si je comprends bien, quand on dit que l'IA ressuscite les morts, c'est pas réellement les morts qui reviennent physiquement et tout ça, non. Mais de façon virtuelle. De façon virtuelle, vous êtes le disparu est présent dans la vie de sa famille, de ses proches, de tous les jours. À chaque fois quand vous voulez lui parler, vous aurez aimé, par exemple, avoir son avis sur telle chose ou telle. Vous lui posez la question, mais sachant très bien que... Mais est-ce que cela ne va pas amener une certaine dépendance vis-à-vis de cette personne-là décédée, au point d'oublier carrément que la personne est décédée finalement? Bon, vous savez, un être reste un être cher, donc du seul fait d'avoir sa présence virtuelle là peut permettre même d'oublier la douleur, de dissiper la douleur et d'être quand même en contact avec la personne. On ne souhaite pas, mais qui ne veut pas être toujours en contact avec sa maman ou avec son papa ou avec quelqu'un, un être assez cher. Donc de façon virtuelle, l'intelligence artificielle peut favoriser la chose très bien et ça existe déjà, c'est fonctionnel sous d'autres continents actuellement. Donc, franchement, avec l'intelligence artificielle, on s'ennuie jamais. Alors, comment l'IA très rapidement peut impacter positivement la communauté? Comment on peut utiliser l'IA pour impacter positivement sa communauté, par exemple? Alors, pour impacter sa communauté, ça dépend. Je prends par exemple le cas des entreprises. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut personnaliser l'expérience client. Par exemple, si on sait que Madame Rebecca aime, par exemple, des robes de taille courte, d'accord, l'intelligence artificielle dessine déjà une robe au goût, d'accord, de Madame Rebecca, de telle sorte que lorsque vous rentrez dans une boutique qui vend des robes, vous êtes capté déjà, d'accord, par l'existence d'une robe qui vous ressemble. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle anticipe sur le goût de la personne. D'accord. Ce qui fait que les entreprises qui ont compris ça, d'accord, augmentent leur chiffre d'affaires. Parce que tout le monde veut quand même ce qui est déjà adapté pour lui. Donc voilà un exemple, d'accord, de ce que l'intelligence artificielle peut apporter positivement à une communauté. D'accord. Ansbeh Abalo, merci. Vous êtes digitaliste et avec vous, on parlait de quelques exploits de l'intelligence artificielle. On parlait surtout de comment, grâce à l'intelligence artificielle, vos proches décédés peuvent rester avec vous, juste à partir des algorithmes et donc une application et vous permet à chaque fois de savoir que non, il n'est pas mort. En tout cas, il n'est pas parti. C'est peut-être le physique. Dit de cette manière, ça me fait un truc, mais bon. Merci beaucoup. Bel après-midi à vous. On va vous retrouver la semaine prochaine pour parler encore d'autres exploits de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Bel après-midi. À votre suite, on va installer Taragbe Valais Rwansou pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Taragbe Valais Rwansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour amis téléspectateurs. C'est quoi, il y a un souci aujourd'hui? Non, c'est... Vous avez l'air très sérieux là.
Le week-end, voilà, c'est le terrain que je connais. Il commence par dire bonjour Rebecca, bonjour. Pardon. Non, Rebecca, le week-end a été? Ouais, un week-end fatigant. Hein. Oui, ça se voit. Ça se voit. Par contre, là, ça se voit. Alors, on parle ce midi des bambous géants et de leur utilité. Bien sûr. Alors, amis téléspectateurs, nous allons parler ce matin du bambou géant ou des bambous géants parce que nous avons plus de 180 genres et plus de 1500 espèces. Wow. Donc, plus de 180 genres et 1500 espèces, il y en a beaucoup. Donc, des bambous qui servent de plantes ornementales. Je crois que tu as eu la chance de voir des bambous ornementaux qui permettent de décorer les maisons et tout ça. Des petits bambous qui ne grossissent pas. Et ici, on va parler du genre Phyllotakis, qui est un bambou qui est très utilisé, surtout en Asie et sous nos tropiques pour fabriquer les œuvres d'art, pour servir de bois de service, de bois d'œuvre, pour servir même de nourriture, parce qu'il y a de bambous comestibles. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Ok, on y va alors. Alors, ici, il s'agit de vous montrer comment on arrive à créer une forêt artificielle de bambou. Tu sais, le bambou est une plante de la famille, du groupe des poacées. C'est-à-dire, c'est pas une plante, c'est une herbe géante. C'est une fausse plante, en fait. Donc, c'est une herbe géante qui a l'essentiel de sa partie qui permet de se multiplier dans le sol. Et donc, comme les cannes à sucre, le bambou a des successions de cannes qui sont séparées par des nœuds. Et au niveau de chaque nœud, là, vous allez voir le bas qui ressemble à un pied d'éléphant. Vous avez au niveau de chaque nœud des bourgeons. Voilà. Ça, c'est un bambou qui va sortir. Et en quelques semaines, vous allez voir un bambou qui est à 10 cm aller à 10 mètres. Et donc, c'est cette phase-là qu'on appelle la phase de l'élongation. Le bambou s'accroît en un laps de temps. Et après cette phase d'élongation, maintenant, nous, on va venir pour couper les nœuds, comme les cannes à sucre qu'on mange à Sémé, là, au bord de la voie de Sémé. Donc, on va couper les nœuds. Et au niveau de chaque canne coupée, on doit avoir au moins un nœud. Et donc ces nœuds-là, l'objectif, c'est de les enterrer dans la solution du sol. Puisque quand on veut faire un bouturage, on fait toujours le bouturage là où il y a un nœud. Si on enterre, tu vois là où je suis en train de couper là, si j'enterre cette partie-là, basse là, voilà, tu vois ce que je suis en train de montrer. Si j'enterre ça dans la solution du sol, ça va pousser. Maintenant, vu que la probabilité pour que j'ai un taux de germination élevé est de 40%, je vais maximiser mes chances en plantant 3 bambous par poké. Poké, c'est un trou de 40 cm de profondeur et de 40 cm de côté dans lequel je plante le bambou. Et ce trou-là, je vais le fermer avec les feuilles mortes de bananier, de palmier à huile, de tout ce que je vois, ce qu'on appelle la biomasse. Et donc là, je suis en train de faire le trou avec ma roue. Et donc, je vais insérer ces 3 cannes que j'ai coupées au niveau de chaque nœud, je vais les insérer et je vais les arroser chaque semaine. Je les arrose. Tu vois là, non? Voilà, je suis en train de les mettre. Attention, il ne faut pas les mettre au même niveau. Puisque là, même, j'ai la chance de repiquer. Si le bambou pousse et je vois que tous les 3 ont poussé, je peux retirer 2 et creuser encore un autre trou pour mettre dedans. Justement, ça va pousser en étant sous ce format-là, avec cette position. Exactement, ça va pousser. C'est important de le mettre comme ça, tu as vu. Et je suis en train d'arroser. Je vais demander aux téléspectateurs de faire cette étude-là ou bien de faire cette expérience chez eux. Vous avez planté des bambous peut-être pour faire agor ou bien des trucs comme ça et vous remarquez que le bambou pousse. Tu n'as jamais remarqué ça? Si. Les gens plantent le bambou pour faire des appartements ou bien pour faire agor. Et après, ça commence pas à pousser. Ça commence pas à pousser. C'est comme ça. C'est parce qu'au niveau de nœud, il y a eu une germination chanceuse. Parce que vous n'avez pas arrosé dans ce cas d'espèce-là. Et là, si vous arrosez, il y a de l'eau, il y a des gemmes, et bien, une vie va sortir de là. Et donc, c'est la stratégie que je vais leur montrer aujourd'hui pour faire le bambou. Parce que le bambou, aujourd'hui, est en train de disparaître, mais c'est très, très rentable. Tu sais, ceux qui sont vers les Gambiers, tout ça, utilisent le bambou pour la construction de leur maison. Et le bambou, aujourd'hui, tu vois, les meilleures œuvres d'art qui sont vendues actuellement sont faites à base de bambou. On peut faire les fauteuils, on peut faire les lits, on peut faire les œuvres d'art, on peut faire les charpentes, on peut fabriquer les échafaudailles avec. Même en Asie, les gens utilisent les bambous pour faire les échafaudailles. À ce qui paraît même, les échafaudailles faits avec bambou sont plus sécurisants que les échafaudailles qui sont faits avec le fer. D'accord. Et donc, c'est de leur montrer que
il y a de l'argent dedans. Le pied qui est à 10 mètres, on peut le vendre minimum à 500 francs. Et un seul pied de bambou, pas prolifération, pas sissypanité, peut vous générer même jusqu'à 50 bambous. Hein. Wow. Le bambou est envahissant. Quand le bambou commence à pousser, tu coupes, il pousse. Tu pousses, tu coupes, il pousse. Donc, je crois que ça va être une source de richesse pour nous. Alors, quelle est la période adéquate justement pour... semer le bambou. Oui. Pour semer le bambou, c'est naturellement la fin des pluies. Okay. Maintenant, si toi, tu maîtrises l'eau et tu es trop énervé, tu as envie de créer une forêt de bambou, oui, parce que des gens peuvent... En fait, tu provoques, en fait. Il y a des choses qui sont des petites choses qui génèrent énormément d'argent. Imagine quelqu'un installe une forêt, 1 hectare de bambou, où il va couper un pied, il va vendre ça à 500 francs. Et il peut faire 2 coupes par an. Ou un seul pied, là, peut te préférer plus de 50 bambous. Wow. Imagine, s'il a 400 pieds sur 1 hectare. Combien il a déjà... C'est la fortune à vie. C'est la fortune à vie. Le bambou, tous mes parents qui me suivent, ils savent que le bambou, c'est une fortune. Il y a même dans les villages des familles, donc quand tu as envie de couper, on appelle ça baglo ou bien panon. Okay. Bon, voilà. D'autres appellent ça roseau, tout ça, je ne sais pas comment ils arrivent à appeler. Donc, quand on veut construire dans les villages des cases, des trucs, des cabanes, on s'en va vers ces gens-là pour leur donner 10 000, pour leur donner 20 000. Des fois même, tu vas donner l'argent, ils vont refuser et tu as oublié de donner de l'alcool avec les colas avant qu'ils te Chaque communauté avec ses réalités. Ouais, bien sûr. Taragbe Valère Ronceau, à chaque fois que je vous suis par ici, j'ai envie tout de suite de lâcher tout et d'aller vers la terre. Non. Ce n'est pas ça. Il faut que je puisse parler de ça aujourd'hui. D'accord. En fait, la stratégie, ce n'est pas de laisser votre boulot et de venir vers la terre. La terre, ce n'est pas une activité facile comme on le dit sur le plateau ici. Ok. Il y a beaucoup de challenges. Ne fais pas la terre qui veut. N'est pas agriculteur qui veut. N'est pas agriculteur qui veut, mais qui peut. C'est très complexe. C'est encore plus complexe que les business qu'on fait dans les villes. C'est pour ça que les banques n'accordent pas de crédit aux agriculteurs comme ça. Mais si tu arrives à connaître les rois du système, à te faire encadrer par les professionnels et à prendre ton champ comme un magasin à Cotonou et tu le prends comme ta vie, et bien là, tu vas réussir. Mais si tu prends la terre comme si, bon, j'ai 5 hectares à Tori, je suis journaliste à l'OETB. Est-ce que je ne vais pas aller voir si c'est le maïs que Valère m'a fait? Est-ce que je vais pas déposer ma démission et sur Valère? Tu vas lire rapidement. Donc, il faut... En fait, c'est une activité qui, en global, qui recrute 70% de la population, qui peut permettre d'avoir une source secondaire, voilà, d'entrer dans le genre, mais qui peut être une activité à temps plein pour les gens qui s'y adonnent. Tu décides réellement de faire que ça. Si tu fais que ça, tu consacres ton temps à ça, à que ça, tu vas réussir. Oui. Mais si tu fais comme journaliste de lundi jusqu'à lundi, peut-être on te donne 2 heures de temps et tu roules pour aller à Tori. Tu vas rien réussir. On va tous faire comme Taragbe Valère, surtout lâcher pour la terre. Taragbe, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait justement de l'utilité des bambous géants. Passez un bel après-midi, mais avant, j'ai envie d'avoir votre avis sur la question. Taragbe Valère Ronceau, est-ce que Taragbe peut pardonner l'infidélité? Jamais de la vie. Ok, c'est bon. Taragbe, à bientôt. On installe à présent mes invités pour le débat. Oh, Taragbe, il est terrible. Au début d'une histoire d'amour, on mettrait sa main à couper que ça n'arriverait jamais. Tout est beau et les infidélités des autres ne font que renforcer notre idée que notre couple est différent. Voilà, sans aucun doute. La question ne se pose qu'après quelques années lorsque la passion s'étoffe et que le risque d'infidélité grandit. Où commence donc l'infidélité? Embrasser, est-ce tromper? Est-ce déjà être infidèle? L'infidélité au sein du couple, pour ou contre le pardon après l'acte? Pour en parler, j'ai 2 invités ce midi pour vous. Simplice Dossou, vous êtes écrivain. Simplice, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. J'espère que vous allez bien. Très bien, super. En face de vous, Joanne Kundom Fanou, elle est aussi écrivaine et coach matrimonial. Joanne, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous allez bien? Ça va bien. Le week-end a été
Super, très bien. D'accord, Cabonisé. d'accord. Ok, d'accord. Alors, on parle ce midi de l'infidélité. Monsieur, parce que je vais commencer par Simplice Dossou. Si on commençait par Non, on commence par Simplice Dossou parce que la plupart du temps, l'infidélité fait plus mal à l'homme qu'à la femme. Hein. Mais ça ne vient En pas tout souvent cas, de l'homme, premièrement. Ah bon? Ah oui. On va en parler. À quel moment commence l'infidélité, Simplice? Ok, merci beaucoup. Merci pour la thématique qui est toujours sensible ici sur les plateaux que nous essayons de développer. L'infidélité, d'abord, il faut dire que c'est un acte qui provient d'une personne qui n'arrive pas à respecter son engagement. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à honorer ce qui s'est donné comme engagement ou bien objectif. Donc, ça peut commencer de façon intentionnelle d'abord. On peut parler de l'infidélité intentionnelle. On peut aussi parler de l'infidélité émotionnelle, de l'infidélité sexuelle et de l'infidélité en ligne. Vous voyez, surtout que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. L'infidélité virtuelle. Virtuelle, pour ne pas dire numérique. Vous voyez. D'accord. Donc, voilà brièvement comment l'infidélité commence ou bien se manifeste à travers l'homme ou bien la femme que ensemble ils sont dans le couple. Ou bien ils sont en couple ou bien ils sont dans le foyer. Joanne, selon vous, quelle est la principale cause de l'infidélité? La principale cause. Quand on parle d'infidélité, il a commencé par décrire un peu les différents types d'infidélité qu'il y a. Infidélité émotionnelle, infidélité intentionnelle, infidélité sexuelle, virtuelle. Ok, mais quelle pourrait être la principale cause d'une infidélité? Ça peut te surprendre, mais j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien qui explique l'infidélité. Tout simplement. Non, j'ai l'habitude de dire ça. C'est vrai que nous essayons de définir des causes, mais franchement, il n'y a pas quelque chose qui explique l'infidélité dans le couple, parce que nous nous sommes choisis, nous avons décidé de vivre ensemble, nous avons décidé d'être heureux ensemble, et peu importe ce qui pourrait se passer normalement, nous ne devions pas rompre cette alliance-là. Maintenant, puisque nous ne pouvons quand même pas nier ce qui se passe, je peux dire que à force d'entendre des gens, on peut parler du défaut de confiance en soi, qui est la plus grande source ou cause d'infidélité ou de trahison, parce que quelqu'un qui a confiance en lui-même, même quand ça ne va pas dans son couple, il cherche les voies et moyens pour résoudre des problèmes. Mais quand il n'a pas confiance en lui, quand il n'a pas confiance en elle, mais quand sa confiance en elle-même ou en lui-même est brisée, très facilement, il se voit en train de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait. Autre chose, c'est également le défaut de dialogue dans le couple. Lorsque vous n'échangez pas, vous ne parlez pas, il y a des couples dans lesquels c'est bonjour, bonsoir, ou bien on se répond dans le ménage par des monosyllabes. L'autre n'a pas la possibilité d'aller au fond de ses pensées, de dire ce qu'il ressent, bien ce qu'elle ressent, ou bien le vis-à-vis prend tout mal. Donc le dialogue est pratiquement impossible. Dans ces situations, on est confronté à quelque chose que j'appelle la tentation, parce que dès le moment où une dame me disait je suis sensible à toute marque d'affection de toute personne qui exprime de l'affection, je suis sensible à cette personne, et si jamais c'est un homme, il me faut faire beaucoup d'efforts pour ne pas tomber dans son piège, parce que à la maison je n'ai pas d'affection, on ne m'a plus jamais dit que je suis jolie, on ne m'a plus jamais dit que je fais quelque chose de bien, tout ce que je fais est mauvais, donc je suis tout le temps en train d'entendre que je suis mauvaise. Donc quand je vais dehors et que les gens m'apprécient, alors là je me sens aimée. Donc il y a ce problème-là de défaut de dialogue, de défaut d'affection, de défaut d'engagement, parce que si vous êtes ensemble et que vous savez que la vie de couple c'est une question d'engagement qui amène un niveau de responsabilité donné, il vous est difficile de briser l'alliance dans laquelle vous vous êtes mis. Mais lorsqu'il n'y a plus l'engagement, il est plus facile de faire n'importe quoi.
Je ne vais pas monopoliser la parole. La parole. Et justement, quelle est la différence entre l'infidélité et l'adultère? Ok, merci beaucoup. Et souvent, on arrive à faire une petite confusion entre l'infidélité et l'adultère. Sinon qu'il y a une différence, c'est ça? Oui, il y a une petite différence, une petite nuance. D'accord. Lorsque je dis que je parle dans le sens de l'infidélité, j'ai déjà décrit par les formes et comment ça se manifeste. Vous voyez? Et lorsque je suis dans cette optique et que j'ai consommé l'infidélité et que dans l'infidélité, il faudrait que je sache qu'il y a un lien, une alliance qui nous est faite, pas le lien de mariage. Et lorsque je laisse mon partenaire, et lorsque je laisse mon époux ou mon épouse, et je contracte encore un autre lien en dehors de mon époux ou bien de mon épouse, et que nous allons jusqu'à l'acte sexuel, ça c'est de l'adultère. Vous voyez? Maintenant, l'infidélité, on peut toutefois... Ça veut dire que l'adultère, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens, mais plus approfondi que l'infidélité. Oui, mais dans les deux sens, du côté de la femme comme du côté de l'homme. Du côté de l'homme, bien sûr. Parce que généralement, quand on parle d'adultère, c'est beaucoup plus... non, au niveau de la femme. Oui, non, femme. Ça c'est des idées, des civilisations que nous constatons de nos jours. Okay. Et on colle l'étiquette uniquement à la femme, que c'est la femme qui commet l'adultère. Non, c'est grave. En fait, de ce que vous êtes en train de dire là, je comprends que l'adultère, c'est le fait d'aller vers l'acte, de poser l'acte sexuel. D'aller l'acte, de poser l'acte sexuel. D'accord. Ça, je reconnais que ça c'est l'adultère. Okay. Tu es homme et que tu es femme et que tu poses l'acte, ça c'est de l'adultère. Mais tout ce que tu fais avant, c'est-à-dire juste embrasser, prendre l'argent. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Bécoter, comme Madame Rebecca, ce sont des pistes qui conduisent à l'acte. Oui, mais on peut aller sur ces pistes-là et au finish ne pas aller vers l'acte. Non, lorsque vous commencez déjà par ces pistes, vous êtes déjà dans ce rideau, vous êtes déjà dans cette chambre déjà de l'acte d'adultère. Vous êtes dans l'antichambre. Dans l'antichambre, vous voyez. Avant d'aller dans la chambre, il faut commencer d'abord par le salon. Passer par le salon. Et lorsque vous commencez d'ailleurs au salon et vous commencez par poser ces actes, attendez-vous aller dans la chambre. Vous voyez. Donc, ces actes que nous voyons, que nous constatons, ce sont des actes qui donnent main à l'adultère. Et on ne peut pas dire que lorsqu'on fait ça, là, on est épaillé, que c'est pardonnable, tout ça là. Déjà, il faut mettre tout en œuvre pour éviter et en arriver là. D'accord. Vous voyez? Et lorsqu'on entend souvent, on dit que c'est la femme qui commet l'adultère. Et je me rappelle bien, il y a même des conseillers qui disent que non, l'homme est dédouané de ça, mais c'est grave. Lorsque tu es en couple et que tu es homme et que tu as une femme, il ne faut pas dire que c'est seulement ta femme qui est destinée à être crucifiée, à être fidèle. Voilà, l'homme est destiné, appelé à être fidèle à sa femme. Lorsque tu es homme et que tu as une femme, sois fidèle à ta femme. Les hommes ne seront pas d'accord avec vous. Hein, certains, bien sûr. Ça, c'est une vérité. On ne peut pas en dépasser. D'accord. Alors, Joanne, on peut embrasser quelqu'un accidentellement, n'est-ce pas? Est-ce déjà de l'infidélité? On peut embrasser quelqu'un accidentellement, ce qui n'est pas souhaitable, bien sûr. Je ne le conseille pas, mais ça peut arriver. Je me souviens d'une dame, donc deux messieurs que j'ai reçus, et qui me disaient, madame, vous savez, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Aujourd'hui, je peux dire que ça peut arriver et je ne juge plus les gens parce que quand c'est arrivé, je ne le savais pas moi-même. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie d'un être humain. Mais on peut considérer cela déjà comme de l'infidélité. C'est de l'infidélité, plus ou moins, oui, c'est de l'infidélité parce que je dis toujours une chose, avant d'arriver à cette étape d'embrasser quelqu'un, c'est que beaucoup de choses se sont passées. Et toutes ces choses qui se passaient peut-être inconsciemment, on ne dira pas que ce n'était pas dans nos pensées, c'est dans la tête. Personne en fait, aucun homme ne quitte chez lui, rencontre une femme, que ce soit dans une maison de repos, que ce soit se jette sur elle, sans avoir pensé à ça. Sans avoir pensé à ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'infidélité est un acte intentionnel. Celui qui commet l'infidélité a eu le temps de réfléchir, de penser, d'analyser et d'anticiper même les réactions de la personne avec qui il veut commettre l'acte. Donc si tu arrives à le faire, c'est que tu as commis l'infidélité. Justement, comment démasquer
l'infidélité? Je vous pose cette question parce que vous êtes femme. Comment démasquer l'infidélité? Est-ce qu'il y a des signes qui prouvent tout de suite à l'un des conjoints que oui, mon partenaire ou ma partenaire est infidèle? En tant que conseillère matrimoniale, moi, j'ai l'habitude de dire à mes clientes, si tu penses à l'infidélité, tu vivras l'infidélité. D'accord, c'est-à-dire... Donc, je ne pourrai pas te donner des astuces pour démasquer l'infidélité parce que je ne veux pas que les femmes qui me suivent passent leur temps, se fatiguent pour penser à est-ce qu'il me trompe ou pas. J'ai l'habitude de dire aux femmes, moi, je ne suis pas trompable. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas femme qu'on va tromper. Okay. Ce qui veut dire simplement que l'homme peut se tromper de femme. Mais moi, il ne va pas me tromper. Il faut que chaque femme ait assez confiance en elle-même. Que chaque femme se dise, écoute, moi, la place que j'occupe dans ce foyer, aucune femme ne peut l'occuper. Ce que je suis auprès de mon mari, aucune femme ne peut l'être. Et donc, que ce soit sur le plan sexuel, sur le plan financier, économique ou pas, peu importe le plan dans lequel nous sommes, je ne suis pas remplaçable. Je suis moi et j'ai ma place auprès de mon époux. À partir du moment où tu comprends ça, tu vis ça, tu exprimes ça, tu n'as plus ta tête sur l'affaire de est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il fait ci. S'il trompe, c'est qu'il s'est trompé de femme. Simplement. Parce que finalement, là, à vous écouter, c'est que c'est un état d'esprit. Il faut même pas se dire qu'on peut vous tromper jusqu'à chercher des indices. Je ne me fatigue pas. Pas du tout. Je ne me fatigue pas pour ça, Rebecca, parce que je ne me fatigue pas pour ça. Donc, je passe pas mon temps à voir son portable. Est-ce que le parfum qu'il a passé le matin, c'est ça qu'il a ramené à la maison? Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, il faut que les femmes soient vraiment sûres et confiantes dans leur ménage, fassent ce qu'elles ont à faire et vivent tranquillement. Si quelqu'un vous trompe, la personne s'est trompée de femme, il ne vous a pas trompé. Tout simplement. Alors, Simplice, lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on a beau faire tout ça, et que pourtant, on a été trompé, donc qu'il y a eu infidélité dans le couple, comment arrive-t-on à aller encore au sexe avec cette personne? Comment on fait l'amour après, réellement? Vous voyez, c'est vraiment une situation psychologique, et quand ça arrive, d'abord ça traumatise. Lorsque tu es homme et que tu entends et que tu as toutes les preuves que ta femme t'a trompé et que vraiment elle aussi elle a avoué, parce qu'il y a d'autres femmes qui refusent et quelques secondes elles disent qu'elle n'a jamais fait ça, et c'est ça qui pousse même certains hommes à contacter certains hommes, à passer par des pistes spirituelles pour pouvoir s'assurer qu'effectivement ça a été fait. Et quand nous parlons de ces pistes spirituelles, il y a beaucoup de pratiques. En Afrique, au Bénin particulièrement, il y a beaucoup de pratiques. Vous voyez? Mais lorsque la femme arrive à avouer que qu'elle a eu à faire, c'était un accident. Qu'elle a eu à faire, je ne parlais pas d'accident d'abord. Elle a reconnu qu'elle a eu à faire, ça peut être d'une forme ou d'une autre, accidentelle ou bien volontairement. Elle aura ses raisons ou bien ses arguments avancés. Lorsque l'homme entend, il est traumatisé. Et de cette manière, d'abord, il va se poser la question. Parce que chacun est issu d'une famille. Il y a des familles dans lesquelles, quand tu es femme et que tu commets l'acte là, c'est une crise sur tous les plans. Au plan financier, au plan moral, au plan spirituel et tous les plans que l'homme connaît. Et de la même manière, lorsque tu es homme et que tu épouses une femme, il y a des femmes dans des familles dans lesquelles... Pardon? Il y a des femmes qu'on ne trompe. Oui, je suis reconnaissant. J'en suis conscient de ça. Il y a des femmes qu'on ne trompe jamais. Pas du tout. Et quand tu prends cette femme dans cette famille et que tu les trompes, tu vas subir toutes les conséquences au plan spirituel, physique, de toutes les manières. Vous voyez. Mais lorsque l'acte est commis et que l'homme a avoué, bien la femme a avoué, et que tu as encaissé, tu as entendu, et que tout a été prouvé, la décision, ça c'est unipersonnel. Oui, c'est unipersonnel. Parce que quelqu'un, individu, un peut dire oui, moi je peux pardonner. L'autre peut dire jamais, ça ne se pardonne pas. Jamais je ne peux accepter. Et jamais je ne peux jamais même entendre et comprendre. Donc tu ramasses tes clics et tes claques
et que tu bouges. Ok, et que je sois à mais l'aise. c'est pas pour rien que certaines femmes n'avouent pas finalement, n'est-ce pas? Raison pour laquelle certaines femmes n'avouent pas, mais quand elles n'avouent pas, les conséquences sont énormes. D'accord. Maintenant, supposons dans le cas où la femme n'est pas allée à l'adultère, donc parce que vous aviez expliqué tout à l'heure que Oui. l'infidélité, tout simplement, c'est quand vous embrassez, vous faites tout. En tout cas, vous êtes dans l'antichambre, mais vous n'êtes pas rentré dans la chambre. Faut que n'est-ce je- pas? faut que je le Donc, précise encore. si Oui. la femme reste, votre conjointe reste dans l'antichambre, elle fait tout ça, mais elle ne passe pas à l'acte et qu'elle vous l'avoue, vous pouvez aller encore à l'acte sexuel, passer à l'acte sexuel avec elle? C'est compliqué. Qu'est-ce qui est Et quand- compliqué oui, là? écoute madame Rebecca. Il dit que c'est compliqué. C'est compliqué. Lorsque Ah, j'avais dit... il a qu'à répondre. Oui, je vais répondre. Lorsque j'avais dit que, en fait, pour aller à l'acte, c'est ça qui donne l'approfondissement ou bien consolidation de l'adultère. Ça ne veut pas dire que lorsque tu es déjà au niveau du salon, que tu n'as pas encore commis l'adultère. Oui, il faut que je le précise encore. C'est pas que je me D'accord. contredis. Ok. Lorsque vous donnez assez au chat qui dort et que vous le touchez, vous le réveillez, ça doit donner son cri. Vous savez, et lorsque vous êtes déjà, vous savez que vous êtes au salon et que vous commettez tout ça là, c'est un acte d'infidélité. Ok. Et j'entends, et elle me dit, celui qui a déjà commencé par là, laissez-vous d'un jour à un autre ira à l'acte sexuel. Ok. Et là, je sais que ça là, celle-là maintenant ne m'appartient plus. Donc ça veut dire ou bien je ne lui appartiens plus. Ça veut dire que si jamais votre femme venait vous avouer un jour... Elle ne qu'elle peut pas a- le faire d'ailleurs. C'est un exemple quand même. Comme l'a dit Madame Kenom, elle a son siège dans le foyer, dans la maison, dans la famille. Bon, ok. Et Peut-être personne ne peut que c'est parce l'arracher. que je dis. Ok. Supposons la femme avoue à son homme, À son homme. j'ai embrassé par accident, c'est arrivé, je ne voulais pas et tout. Ok. Mais ce que je veux savoir, Oui. est-ce que vous allez accepter, continuer déjà la relation et passer à l'acte sexuel avec cette personne-là, juste après ça? Elle vous avoue, j'ai embrassé un autre homme. Monsieur Dossou, Oui, Madame Rebecca. est-ce que vous allez quand même Oui. passer à l'acte sexuel avec cette La personne? question est chaude. Non, vous Faut savez. répondre. Non, vous de façon, savez oui, je vais comment. répondre de façon psychologique. C'est dur. Mais, Mais oui. il faut que j'analyse et aussi voir l'intention du jour. Il faut que j'analyse. Oui, il faut que j'analyse. Oui, et aussi Oui, vous voir- avez déjà analysé. Oui. Elle ne veut, non, elle a dit, elle regrette amèrement. Oui, Elle ne veut plus le non. faire. Est-ce que Oui. vous allez accepter passer Oui, encore à non. l'acte sexuel Si avec on elle? est dans le couple, que ça arrive Oui, comme ça, oui. je ne pourrai plus aller à l'acte sexuel. C'est très- oui, non, c'est pour faire montrer aux téléspectateurs que quoi? l'acte là qui est en train d'être commis, c'est un acte qui est très grave, qu'il ne Très faut grave. pas permettre que la femme aille sur cette piste. Yes. Vous voyez? D'accord, c'est très bien. Donc, c'est- Maintenant, quand les rôles sont inversés, Oui. Madame Femme, quand les rôles sont Quand les inversés, rôles Mais la femme- et que l'homme Madame Rebecca, un embrasse... instant. Non, non, vous avez Un fini, instant. vous avez fini. La femme est très flexible à pardonner les hommes. Oui, pour ne pas. Non, n'a pas fini. Je n'ai pas fini. La femme est très flexible à pardonner les hommes. Et c'est ça qui fait que la femme que vous êtes, vous devez aussi faire tout possible. On doit. pour montrer. Oui. Ok. La femme, j'ai dit. D'accord. Vous devez tout faire aussi pour montrer aux hommes que vous êtes vraiment irréversible sur certains points. C'est-à-dire qu'on peut quoi? aussi... Vous pouvez aussi prendre vos décisions fermes. Lorsque je suis en couple avec toi et que tu vas, même pas encore à l'acte sexuel, et que tu te laisses débat emporter par ce désir, je peux te laisser à tout moment. Ok, c'est Madame- bien Madame beau Kenom. de le dire. C'est bien beau de le dire. Mais Madame Kenom. Madame Kenom, imaginez, vous recevez en consultation un jour une dame qui vous dit, bon, peut-être même le couple, et la dame, l'homme avoue tout ce que sa femme lui a avoué et tout ça. Vous allez leur conseiller quoi? Vous savez, je suis pour la conciliation. Je suis pour le couple. Et je pense qu'il n'y a pas de péché non pardonnable. Tout péché est pardonnable. Et alors, je conseillerais selon les convictions du couple. D'accord. Si c'est un couple chrétien qui croit
en la miséricorde de Dieu, moi, je peux aider ce couple à se pardonner. Parce que, en fait, vous savez, avant que la femme ne se retrouve à ce niveau, mais avant que l'homme ne se retrouve à ce niveau, comme on l'a dit, il y a des choses qui expliquent ça. Il y a eu un préalable. On ne prend pas un problème du couple, même si c'est l'adultère. L'adultère n'est pas le plus gros problème du couple. Non, du tout pas. C'est un ensemble. Il y a des situations pires. Pire que l'adultère, bien sûr. Peu importe la situation qui vient vers toi, conseiller matrimonial, il ne faut pas prendre nos problèmes là à la tête. Il y a la face cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas toujours. Donc, il faut pouvoir prendre du recul, laisser ses émotions de côté et faire le travail techniquement. Et dans ce cas, il faut amener le couple à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Ensuite, à redéfinir maintenant les choses. Est-ce que nous voulons continuer? Est-ce que nous ne voulons pas continuer? Si nous décidons de continuer, alors nous allons devoir nous pardonner. Mais si nous décidons de ne pas continuer, nous continuons notre chemin. Donc c'est un processus. Il n'y a pas de solution fixe, il n'y a pas il n'y a pas à dire oui, ça doit se passer comme ça. Mais je connais quand même des couples avec qui j'ai travaillé qui se sont pardonnés. L'infidélité. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est dans le cas là, c'est la femme qui. L'homme a pardonné sa femme. Waouh. L'homme a pardonné sa femme. Ils sont rares. Vous savez quoi? L'homme a pardonné sa femme. Les hommes pardonnent leurs femmes. Ils pardonnent, je l'ai dit, les hommes pardonnent leurs femmes. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une société qui a tellement condamné la femme, qui a commis cet acte que même lorsque l'homme pardonne, la femme se dit que ce n'est pas vrai. En fait, l'infidélité en lui-même est un acte qui tue. Ça brise, ça détruit. Et celui qui le commet, et celui qu'on a trompé, ça détruit. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut vivre. Il ne faut pas vivre ça. Et maintenant, si vous le vivez, il faut faire une thérapie pour en guérir. Parce que l'infidélité, les gens pensent que c'est quelque chose, c'est de la fourberie, c'est de la trahison, c'est de la tromperie. Ça détruit l'être humain. Je continue toujours de dire aux femmes, avant d'en arriver là, quittez. Point. S'il faut vraiment en arriver là, si la dernière solution c'est d'arriver là, quitte. Parce que après, psychologiquement, mentalement, peu importe les thérapies, tout ce qu'on suit, c'est difficile de se retrouver. Et même les hommes, on pense qu'ils sont dedans, que ça leur plaît. Les hommes que moi j'ai reçus véritablement, qui ont trompé leur femme, ils regrettent. Il y a quelque chose qui est mort en eux. Eux-mêmes, ils ne croient plus en eux-mêmes. C'est un acte qu'on regrette à vie, sauf si il n'y avait pas d'engagement au départ. Dans le couple, au départ. D'accord. Alors, à vous écouter, oui, l'infidélité, c'est pas une bonne chose, il faut pas le faire. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà dit que l'infidélité peut être un second souffle pour le couple? Second souffle? Oui, pour le couple. De vie? Oui. Le couple qui, à un moment donné, ne s'entendait plus trop bien. Et l'un ou l'autre commet l'infidélité. Est-ce que cela... Le couple n'est pas appelé à s'entendre tout le temps. D'accord. Ah non, moi je suis conseillère matrimoniale, mais il arrive des jours où je suis fâchée, je mets. Ah oui? Il arrive des jours tout le temps, où il arrive des jours où je suis fâchée, je ne ris pas, je ne t'écoute pas, ça m'arrive parce que je suis un être humain. On n'a jamais dit que le couple est appelé à être bien tout le temps, ça fait partie. Les moments de conflit, les moments de crise et autres font partie du couple. Et on ne va jamais dire que l'infidélité est la solution quand on est en conflit. Au contraire, c'est une question que je vous pose. Au contraire, lorsque vous passez par un temps de difficulté, et que vous revenez encore l'un vers l'autre, les choses se passent encore mieux. Très bien. Mais pendant ce temps, toi, tu vas chercher une solution ailleurs. Et moi, je vais faire comment? Il faut que chacun devienne engagé dans son couple et qu'on sache que le couple, c'est un tout. C'est la joie, c'est la tristesse, c'est le bonheur, on partage tout. Et si ça ne va pas,
on se concentre. Chacun n'a qu'à rentrer dans sa caserne quand ça ne va pas. Et quand ça passe, maintenant, on se retrouve. Mais c'est pas dans les cuisses d'une autre femme qu'on trouve la solution. Ni dans les... Merci beaucoup. Je voudrais aussi ajouter, enrichir ce que Mme Kenom a dit. Oui. Souvent, les hommes, quand on dit que la femme les énerve ou bien la femme leur refuse le lit, l'homme quitte la maison. Ou quand elle est enceinte. Ou quand elle vient d'accoucher. Des situations qui arrivent. Et puis l'homme quitte la maison pour dire, bon, j'irai me satisfaire ailleurs. Ça, je me demande, ça se dit souvent, c'est quelle mentalité. Et il faudrait que les hommes, certains hommes qui s'adonnent à ces pratiques, ils changent de vision de mentalité. Parce que lorsque tu arrives à le faire, supposons que tu es dans le couple et que tu as commis un tel acte et que tu reviens encore avec la femme que tu t'es dit, que tu t'es donné l'engagement et vous passez encore à l'aide, tu vas lui créer toutes les maladies, tu vas lui donner toutes les maladies possibles. Donc, ce n'est pas des choses qu'il faille poser pour solutionner les crises dans les foyers, non. L'infidélité n'est pas une source salvatrice, jamais. Pas une source salvatrice, non. D'accord. Pas une source de résolution. De résolution de problèmes, non. D'accord. Alors, finalement, et ce sera ma dernière question, finalement, l'infidélité au sein du couple, pour ou contre le pardon après l'acte, Madame Kenom? Pour ou contre? Contre totalement. Le pardon. Contre le pardon. Ok, non, je vous repose tout voici entre temps. Ok, c'est plus dessous. Totalement, parce que ça détruit un celui qui a trompé, un celui qu'on a trompé, c'est pas la peine. Mais vous êtes contre? Je suis contre. D'accord. Oui. Et pour ou contre? Mais ça peut arriver. Pour cette question. C'est oui ou non, je veux. Oui, je ne disconviens pas. Oui. Il faudrait que nous puissions donner, comment on appelle, une orientation aux législateurs. Madame Rebecca, lorsque vous posez la question, vous demandez pour ou contre. Pour ou contre. Parce que vous avez déjà développé. Vous avez eu au moins 30 minutes. Voilà, maintenant je veux savoir, pour ou contre le pardon après l'acte. C'est tout, oui ou non? Dans notre développement, on avait déjà souligné qu'aucun péché n'est pardonné. Ok, donc c'est non. Non, je ne dis pas que c'est à pardonner. Je ne dis pas encore que c'est pardonnable. Mais qu'est-ce que vous retenez alors? Je dis encore quoi? L'individu peut dire je pardonne et une grève peut dire je ne pardonne pas. Mais vous, en tant qu'individu. En tant qu'individu, je suis contre. Contre. Donc, j'ai deux contre sur le plateau. J'ai deux contre sur le plateau. Merci, chers amis, pour ce moment de partage d'idées. L'infidélité au sein du couple, pour ou contre le pardon après l'acte. On retient que l'amour, c'est comme votre meilleur plat. Ce plat que vous aimez déguster seul. Le partager fait mal, quelle que soit la posture. Quant à la question de savoir pour ou contre le pardon après l'acte, eh bien, chacun est forcément libre dans le choix de sa réponse, tout simplement. Merci pour votre fidélité à cette émission. Bel après-midi à vous. Prochain rendez-vous demain à 12h. Bye bye.